Voilà, je dois vous expliquer un peu d'où vient cette idée de podcast. Moi, ça fait longtemps que je fais de la radio. J'ai commencé sur une radio qui s'appelait à l'époque Bruxelles Capitale, qui s'appelle Viva Bruxelles aujourd'hui. J'ai toujours travaillé comme chroniqueur. Et il y a quelques années, j'ai eu mon émission sur Bel RTL. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la radio me frustre énormément. Parce qu'on ne peut pas, de moins en moins, la radio elle est formatée pour faire des trucs de plus en plus courts. La nouvelle reprogrammation de Bell, c'est qu'il n'y ait plus de talk du tout. On fait une radio musique, flux, avec des pastilles. Et moi je trouve qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à raconter. J'ai pas voulu qu'on travaille un podcast monté, remonté, travaillé, etc. Je fais des interviews longues. Comme on faisait des articles longs, un truc de vieux, quoi. Spécial boomer, écouté par des jeunes. Et donc, dans cette idée de créer ce podcast, j'ai eu pas beaucoup de chance. Et j'ai rencontré ces énergumènes. Le plus blanc des deux, dans le fond, le livide, s'occupe de tout ce qui est la technique. Et il le fait bien. Donc, on a un son qui est magnifique. Et je pense que il faut que ce soit qualitatif. Un podcast avec un son de merde, c'est pas la peine. Et donc j'ai acheté l'équipement, etc., etc. Et lui il réalise. Et Gary, qui est à côté de moi, est censé avoir un rôle de Candide pour ne pas que je m'enferme dans un verbiage, parce que les gens que je reçois, la plupart d'entre eux, je les connais. Et quand je parle avec, que ce soit un vigneron, un cuisinier, etc., si je me mets à parler que de boulot, il y a un moment où ça devient totalement stérile. Et c'est pas du tout ça qui est intéressant, à mon sens. D'autant que le public cible d'un podcast est quand même un public relativement jeune, qui n'est pas le public que je touche, que ce soit à travers mes spectacles ou mes publications. Moi, j'ai un public de boomers et je vis très bien avec, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais je pense qu'il fallait un petit peu rafraîchir la tranche. Et donc, on a un truc où, au début, j'ai un peu de mal à comprendre la dynamique des podcasts, parce que ce que je fais en général a tendance à démarrer assez vite et à fonctionner pas trop mal pour l'instant. Et là, avec le podcast, on me s'est dit, mais c'est pas possible, on fait pas d'audience. Et eux m'ont dit, mais non, tu vas voir. Et donc on a enregistré au départ 14 ou 15 épisodes, on en a diffusé 11 déjà. Et qu'on a diffusé, au début, je me suis dit, les chiffres, quelle catastrophe. J'ai dit, mais c'est pas possible, il n'y a personne qui écoute, pas de retour. Et puis j'ai commencé à avoir des retours. Et depuis qu'on a cessé, depuis que j'ai cessé d'essayer de développer l'audience par les réseaux sociaux habituels, on a doublé les audiences. Et je commence à avoir pas mal de retours, et surtout de France, parce que c'est un peu la cible qui m'intéressait le plus. J'ai constaté, alors peut-être j'ai tort, mais en tout cas dans mon cas c'est comme ça, c'est que des podcasts longs, c'est-à-dire je ne dépasse pas 1 heure. Si on arrive à l'heure, on fait un deuxième épisode. Le podcast long fonctionne mieux en France que chez nous, parce que chez nous les gens sont rarement 1 heure d'affilée captables. En France, en bagnole, c'est facile, on a vite 1 heure de trajet, et donc ça fonctionne beaucoup mieux à ce niveau-là. Ça c'est la base, c'est la genèse de la chose. Et puis on réfléchit de temps en temps, même si on n'en a pas l'air. Et surtout moi. Hein. Oui, moi je réfléchis beaucoup. Voilà, lui il réfléchit énormément. Réfléchis à parler dans le micro. Oui, je réfléchis comme ça. Voilà. Et donc en réfléchissant, je me suis dit qu'on allait changer un tout petit peu la formule, c'est-à-dire garder des personnalités qui racontent leur vie. Moi, ce que je voulais, c'était ça, que ce soit pas forcément des gens de la gastronomie, mais des gens qui avaient un parcours de vie intéressant. Je déteste le mot inspirant. Je trouve que c'est casse-couille, ça veut rien dire. Mais un truc intéressant où on se dit, tiens, le gars, il a galéré, machin, il s'en est sorti, il avance. Et pas forcément des gens qui sont au bout de leur carrière, mais des gens qui ont un truc à raconter. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une demande aussi pour des trucs plus pratico-pratiques dans mon domaine de compétences, au niveau du vin, au niveau de la gastronomie. Et donc l'idée, c'est de faire des choses... des épisodes un peu plus pratico-pratiques, et puis des épisodes avec des personnalités. Ça, c'est la base. Le premier épisode que l'on a mis en ligne, on a inversé le truc, c'est-à-dire c'est Gary qui s'est lancé, qui m'a posé des questions.
On a fait un épisode comme ça, juste pour expliquer aux gens de quoi il s'agissait. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, il avait posé des questions. Le problème, c'est qu'il les a pas écrites en français, il les a fait tard cette nuit. Et il a fait une soirée au Ricard. J'ai fait une soirée au Ricard. Voilà, et il est fort fatigué. Donc je suis un peu lent. Jamais boire m'en d'eau voulais au pas. Ricard. Est-ce que on peut se présenter aussi ou tu veux Allez-y, parler encore vas-y, pendant vas-y. 45 minutes là? Ok, donc moi, c'est Gary. J'ai fait 7 ans d'études pour pas grand-chose au final. Et pour finir là, à côté d'Eric. Et j'ai rencontré Eric via une amie à nous qui s'appelle Cassandre. D'ailleurs, salut Cassandre, si tu nous regardes. Je sais pas. Peut-être qu'elle nous regarde ou pas. Et en fait, on a fort accroché. Il avait besoin de nous, on avait besoin de lui. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire équipe. Et donc du coup, on se retrouve ici aujourd'hui avec lui. C'est tout ce que je peux dire sur moi, à part que je m'amuse très très bien à faire des podcasts et que j'adore ça. Non, il t'avait lancé des podcasts aussi. Oui, ok, bon, j'ai lancé des podcasts quand j'étais étudiant à l'université. Et Oui, parce quand il dit 7 ans, c'est pas en secondaire. Hein, oui. Ça se voit pas, mais... Moi, j'ai fini l'université. Et donc, du coup, j'ai lancé 2 podcasts avant de retrouver Eric. Un podcast qui parlait de ma faculté de Solvay à l'ULB, et l'autre podcast qui parlait de rien du tout, qui s'appelait Du cake et des potes, et on se retrouvait juste autour d'une table avec un cake et des potes, et on parlait, quoi. Ça a cartonné. Podcast, parfois ils ont fait 3 personnes. Déjà. En fait, sur un épisode, il y a eu 3 au moins écoutes. on s'écoutait, donc il y avait au moins 5 écoutes, et après il y avait le reste, il y avait les parents et tout ça, quoi. Et voilà, et puis Paul et moi, on se connaît depuis très 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 longtemps. On a fait pour le coup les secondaires ensemble. Et voilà, mais je pense qu'après la présentation de Paul, on va peut-être commencer. Je vais te poser des questions un peu très indiscrètes. Dingue, soyons fous. Ouais. Paul est le seul professionnel du truc, hein, que les choses soient claires. D'ailleurs, il parle pas dans le micro. Bon, c'est à moi de me présenter. Donc, j'ai plus l'habitude d'être de l'autre côté du micro que devant. J'ai étudié dans une école de cinéma, le cinéma, et je fais de la technique audiovisuelle pour les podcasts d'Eric, et sur le côté aussi, je réalise des vidéos, j'écris, je monte, je fais un peu tout un tas de choses, et c'est assez sympathique d'explorer tout un tas de domaines différents, surtout dans l'audiovisuel, qui est assez large et assez libre quand on est avec les bonnes personnes. C'est d'ailleurs Paul qui réalise les vidéos que je produis pour l'instant autour du vin, etc. Donc voilà, on s'amuse bien. Ouais. Tu veux qu'on commence le podcast? Mais quand tu veux. Moi, comment il s'appelle le podcast, Eric? Qu'on se le dise. Hey, je ne connais pas le nom du podcast. À chaque fois, je dis ce nom est ridicule. Et donc, ma mémoire refuse d'intégrer le nom de Qu'on se le dise. Mais c'est toi qui l'as trouvé. Non, c'est toi. C'est Cassandre qui l'a trouvé. Voilà. C'est bien pour ça que je disais que c'était pas... Enfin bref. Et donc, à chaque fois, je dois me faire rappeler le nom du podcast, ce qui est devenu un running gag maintenant. Ouais. Alors, peut-être que je vais poser une première question que j'ai écrite là en venant aujourd'hui, parce qu'il vous a très bien dit que j'avais fait une soirée au Ricard et qui n'était pas facile pour moi. Donc, du coup, je me suis posé la question, Eric, vu qu'on avait été dans les détails et on avait commencé un petit peu à titiller ta vie un peu privée dans l'épisode 1 de ton podcast Qu'on se le dise, je me suis demandé si aujourd'hui, si tu étais conscient que quelque chose que tu n'as pas, que tu ne pratiques pas, que tu ne fais pas dans ta vie, te rendrait plus heureux si tu le faisais, si tu l'avais ou si tu le pratiquais. Question compliquée. C'est-à-dire que je crois que si je me rendais compte de cela ou si je me questionnais là-dessus, je m'arrangerais pour pouvoir le réaliser. Ah, t'es comme ça? Ah ouais. J'ai toujours fait des choix qui n'étaient pas des choix économiques, mais qui étaient des choix de bonheur. Moi, je suis heureux dans ce que je fais. Depuis le début, j'ai choisi ma vie. Et les circonstances, parfois, ont fait que c'était moins évident que d'autres. Mais si je devais... si je me rendais compte que, je sais pas, j'en sais rien, moi, j'ai envie de faire du triathlon, par exemple, eh ben, je recommencerai pas. J'ai déjà essayé. Pour la petite anecdote, il a été dans l'eau, il a fini à l'hôpital. C'est la première étape, aller dans l'eau. Mais j'ai fait 20 mètres. J'ai nagé 20 mètres avant de faire un infart. Donc voilà. Mais je sais pas, moi, c'est pas du tout quelque chose que je conscientise dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'un choix ou un autre va me rendre plus heureux ou pas? En fait, je crois que je fais mes choix. Il y a plein d'autres trucs qui viennent en compte dans ma tête. Enfin,
je sais pas, je pense pas juste au bonheur. Et toi, j'ai l'impression que tu le fais énormément. Et je pense que c'est moi déjà une des premières leçons que j'apprends de Eric. Juste comme ça, vous savez, depuis que je traîne avec lui, je mange mieux, mais beaucoup mieux. Alors c'est pas parce qu'il me cuisine, parce qu'il me cuisinait rien du tout, presque rien du tout. Il me fait boire un peu d'alcool de temps en temps. Mais comment? Aussi, la grosse goutte de vin là, elle était bonne. Et je sais pas, en fait, il m'apprend une autre manière de vivre que j'adore, et donc du coup, je l'intègre à ma manière de vivre d'avant, et ça me rend plus heureux. C'est bizarre à dire, mais cette personne-là me rend plus heureux. Et je me demandais si jamais toi, tu avais des trucs qui pouvaient te rendre plus heureux, tu vois. En fait, je suis un hédoniste, pas un sybarite, un hédoniste. Et je trouve que l'intérêt, c'est de partager le plaisir, quel que soit le plaisir. Je reviens de Norvège, et je me suis extasié devant un coucher de soleil à 1h du matin, en me disant, mais j'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie, quoi. Et c'est pas forcément toujours bouffer et boire. Il y a plein d'autres trucs qui peuvent rendre heureux. Et c'est vrai que on rit beaucoup avec ça, mais disons qu'il est un peu moins junk food depuis un certain temps. Il est passé de nourriture d'adulte et ça change sa vie. Il a déjà pris 400 grammes. J'ai pris un peu de poids depuis que je suis avec lui. Chez lui, 400 grammes, ça se voit. C'est ça le truc aussi, c'est épouvantable. Et il en a peut-être perdu. T'en as perdu, toi, en entraînant avec moi? Là. Non. Depuis que j'ai rencontré. Mais c'est très drôle parce que c'est... ça, tu vois, c'était un besoin de travailler avec des gens beaucoup plus jeunes et pas du tout de mon secteur pour avoir une autre énergie. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de capital. Et je pense que vieillir, c'est se fermer aux autres et c'est vivre dans sa tranche. Et on n'est pas obligé d'être fan de Big Flo et Oli, même si, de toute façon, les jeunes n'aiment pas, il n'y a que les vieux qui aiment. Donc, moi, j'aime bien. Oui, mais toi, tu deviens vieux. Je suis un jeune vieux, mais non. T'es un jeune vieux. Demain, j'ai 27 ans. T'es une mèche grise. Oui, demain, c'est son anniversaire. Donc voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'aller chercher de l'énergie un peu plus loin et de s'ouvrir à d'autres. Et c'est vraiment très drôle parce que, en théorie, on n'a aucune raison de se rencontrer. Et c'est là que c'est vraiment très chouette. Et c'est là-dessus qu'on évolue, qu'on travaille. Effectivement, j'ai le lead dans le truc, mais j'ai un lead avec avec son ironie et son décalage. Et je trouve que c'est vraiment important, en tout cas à mes yeux. Et ça a l'air de plaire aux gens. Mais j'ai jamais fait un truc en me disant ça va leur plaire. Je fais un truc, il faut d'abord que ça me plaise. Je trouve que ça, c'est fondamental. J'ai un parcours dans la restauration long. Et c'est une erreur terrible de se dire que si le client est heureux, on sera heureux. C'est exactement l'inverse. Si on est heureux, le client sera heureux. Il faut pas se tromper. Et si on va au boulot le matin en traînant les pieds, changeons de boulot très très vite. J'ai toujours fait ça. Même quand j'avais pas de boulot ailleurs, si j'étais pas heureux dans un endroit, je me cassais, quitte à retrouver du boulot assez vite. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Mais putain, c'est trop court, quoi. La vie est beaucoup trop courte pour s'emmerder et on n'a pas le droit. Et les gens qui sont malheureux dans leur boulot, mais ça devrait être, je veux dire, ça devrait être puni, quoi. Attends, c'est à quel âge que tu t'es rendu compte que la vie était courte? À 7 ans. 7 ans, putain, la Quand vache. mon chien est mort la première fois. Il est mort On combien n'a de pas fois? pu le manger. Et non, depuis toujours, j'ai l'impression de ce côté court et de ce côté urgent dans tout. Et je pense que il y a une vraie urgence. Le temps est divisé de manière totalement arbitraire en 24 heures, mais ça passe à une vitesse folle. Et donc, il y a une vraie urgence à pas le gâcher. Je trouve que la vie il y a un vigneron autrichien que j'aime beaucoup qui avait écrit que la vie était trop courte pour la perdre en goûtant des mauvais vins. Et je pense que la vie est trop courte simplement pour la gâcher avec des mauvaises choses. On peut tous être malheureux tout le temps. Je veux dire, il suffit d'écouter la radio, de regarder les réseaux sociaux. Enfin, il pleut, oh merde, tant de merde, il fait chaud, oh merde. Enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on peut rien y faire. Agissons sur ce que l'on peut changer. Et le reste, prenons-le sans le subir. Acceptons-le, mais à mon sens en tout cas. Et eux, je les subis, mais je les accepte. Donc voilà, c'est un peu. Quand on fait des vidéos ensemble, c'est compliqué parce que vous n'imaginez pas avec sa petite tête d'ange sur le côté. Regardez-le. Je suis super sympa, moi. Comme Je fais rien faire de bizarre. Comme réalisateur, je peux vous dire que c'est dur. C'est un truc. D'ailleurs, comme Paul a pas beaucoup l'habitude de prendre le lead et de parler, il m'a dit qu'il avait une petite question pour toi.
Donc du coup, je lui donne le lead. Comme c'est gentil. Alors, est-ce que le début, dans tes apparitions publiques, dans les médias, ça t'a changé radicalement ta vie? Est-ce que tu as dû t'adapter à un nouveau mode de vie, à des nouvelles surprises, des nouvelles rencontres ou est-ce que ça a été un switch assez simple? Il y a un truc qu'il faut comprendre. On est en Belgique francophone. Potentiel d'audience, de rencontres, 5 millions et demi en criant fort de personnes. Ça équivaut à la région Champagne-Ardenne. Quand tu es une star à Sedan, honnêtement, tu n'as aucune raison de te la péter. Et ça change pas ta vie, tu vois. Et c'est vraiment ça. En Belgique francophone, ça change pas ta vie. Moi, ça me fait rire, les gens qui se plaignent de la pression du public. Pourquoi tous les acteurs français viennent vivre à Bruxelles? C'est parce que tout le monde te fout la paix. Tu peux être assis à côté de quelqu'un de connu, tu vas pas te lever et faire 18 photos, quoi. Tu vois, les gens sont normaux. Et qui plus est, dans mon domaine, c'est un truc très très lent, la notoriété. Parce que la bouffe, ça intéresse tout le monde, mais ça intéresse personne en même temps. La preuve, c'est qu'on bouffe extrêmement mal. Si ça intéressait vraiment les gens, on vendrait plus de Pizza Hut Care. Pizza Hut Care c'est vraiment la fin de l'univers, quoi. Tu vois, on sait que l'univers est fini puisqu'il y a les Pizza Hut Care. J'aime bien. Ou c'est le début de la soirée aussi. Et des gens mangent ça, quoi. Regarde, des gens mangent ça. Bah, hier, j'ai fait un risotto au safran. Voilà. Seul. Tu vois que tu progresses. C'était mon premier risotto de ma vie. Vaut mieux le manger seul, d'ailleurs. Non, il était très bon. Et donc, c'est pas un truc lourd. Le truc, hier midi, j'étais dans un resto, et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message après en disant, écoutez, voilà, on était à la table à côté de vous, machin, on n'a pas osé vous déranger, mais on aime bien ce que vous faites. Et je dis, mais venez me voir, quoi. Oui, je trouve ça touchant, en même temps bizarre, mais de recevoir un message comme ça. Si tu as envie de me dire un truc, viens me le dire. Et si tu as envie de me dire que je suis un sale con, viens me le dire. Je pèterai la tronche, et voilà. Mais T'as déjà eu ça? Des gens qui sont venus te dire que t'étais les gens vraiment... sont lâches, ils le font sur les réseaux sociaux. Ça, c'est parce que dans la vie aussi de tous les jours, t'es le même que dans les posts que tu mets sur Internet. Et donc, pour toi, si quelqu'un vient te voir, tu vas l'accueillir à peu près de la même manière que tu t'exprimes sur les réseaux. Et pas tout le monde n'est comme ça. Et t'as des personnes qui sont célèbres et qui ont même moins de visibilité que toi, qui sont des gros cons. Et tu vas les voir, ils vont dire « Ah non, c'est pas le moment. » On veut des noms, Paul, on veut des noms. On veut des noms. Je peux t'en donner. Mais non, la notion de gros con, je pense que je peux la partager aussi. Il y a des gens qui même pas le pensent. Mais je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose de public, tu dois l'assumer. Si tu décides de te mettre dans la lumière, tu dois accepter les conséquences. Et si, quand tu fais ton Deleuze, quelqu'un vient te voir en te disant « Je peux faire une photo avec vous ?» Tu souris, tu fais la photo. Ça change rien. J'ai toujours pas compris ce besoin des gens de faire des photos avec. Et en même temps, voilà, ils sont contents. Je sais pas ce qu'ils en font, tu vois, mais tu vas pas leur refuser, puisque de toute façon, c'est eux qui remplissent les salles quand je fais des spectacles, c'est eux qui écoutent, c'est eux qui lisent mes articles. C'est un écosystème. Tu te sens forcé de faire des photos et tout Jamais. ça parce qu'en fait, c'est au travers eux quand même que tu gagnes ta vie. Non, je me sens pas forcé. Non, non, pas du tout. C'est un choix. Je dis bonjour à la dame, tu vois. J'ai été éduqué, tu dis bonjour aux gens. Dans la rue, chez moi, je dis bonjour aux gens. Ah oui, mais vous marchez avec lui dans la rue, c'est insupportable. T'as tout le monde qui fait un petit. Mais oui, mais c'est normal. Ça. J'habite dans une rue comme dans un village, et je dis bonjour aux gens. Moi, je supporte pas l'idée. Chez ma compagne, je connais même pas les voisins. Le mec qui habite sur le palier d'en face, je sais pas qui c'est. Et je trouve ça insupportable. Ah ouais? On vit pas dans des bulles, on vit dans une communauté. On est des animaux sapiens, je sais pas comment on dit. Et c'est normal qu'on parle aux gens, qu'on les rencontre. Dire bonjour, dire merci, dire au revoir. Enfin, mais c'est des trucs de vieux. Hein, donc, Oui, non. Je pense à un truc, parce que parfois, moi, je vais un peu à gauche, à droite, mais on nous a dit de rendre ça un peu interactif. Donc, si jamais vous avez des questions gênantes à poser à Eric, je pense que c'est le moment. Ou si vous voulez une photo aussi, oui. il est dispo juste après. Si vous voulez continuer à dormir, n'hésitez pas à dormir ou rester sur vos téléphones. Je veux dire, c'est un truc, moi aussi je le fais quand ça ne m'intéresse pas, sur les réseaux sociaux. Voilà. J'avais une deuxième question, Eric. Attends, mais je crois qu'il y avait une suite à la première question de Paul. Il y avait une petite suite, ouais. Et du coup, vous avez vraiment écrit vos questions, mais j'ai honte. On est super préparés. On est très préparés. Du coup, ça te plaît la visibilité que t'as? T'aimerais pas être... y a pas des jours où tu te dis j'aimerais être moins vu publiquement, avoir moins de responsabilités sur les réseaux? T'es quand même sur
tous les réseaux, donc tu publies pas la même chose partout. Est-ce que parfois c'est Je compliqué? considère que j'ai aucune responsabilité sur les réseaux. Les gens prennent ce qu'ils veulent. Quand j'ai un avis, c'est que mon avis, c'est comme dans un bistrot, tu vois. Twitter, j'adore Twitter parce que c'est un bouge. C'est vraiment la fin de l'univers, c'est la fin de l'intelligence. En même temps, t'as des pépites, hein, parfois. Ah, bien sûr, c'est un bouge au fond d'un port où les gens fument, mais un paquet à la fois, pas une cigarette à la fois, et les mecs pissent sur le comptoir. On a enlevé le plancher, tu patauges dans la fange, et de temps en temps, il y a un rayon où il y a une lumière. Je vous raconte vite fait, beaucoup sur Twitter, j'ai une petite communauté, et je rencontre il y a 5 ans un type avec qui ça accroche bien. Et évidemment, je le connais pas, il est sur Twitter. Donc au moins, il est sous son vrai nom, il n'est pas sous un pseudo, ce qui est déjà pas courant. Comme moi, je suis sous mon nom, puisque j'assume ce que je fais. Et il y a 5 ans, je dis à ma compagne, non, il y a 4 ans, je dis à ma compagne, écoute, on va aller au 15 août en Outremeuse, à Liège. Elle me regarde, qu'est-ce qu'on va aller faire à Liège au 15 août? Je dis, elle est fête d'Outremeuse. Elle me dit, et je dis, on va aller boire un verre. Avec qui? Je dis, je sais pas qui c'est, mais c'est un gars que je connais à travers les réseaux sociaux. On s'est vus et on est devenus extrêmement proches, mais vraiment très proches. Il se fait que ce type, qui s'appelle François, a un cancer à 46 ans, cancer de la prostate, qu'il récidive, qu'aujourd'hui il a 51 ans, et on n'est pas certain qu'il fêtera ses 52 ans, qu'il a un cancer, la bête le veut. Il a des cancers un peu partout, le poumon, et le côlon, enfin, multimétastasé. Et un jour, François m'appelle à 9h du matin. Je sais qu'il y a un truc, et il me demande d'accepter de signer ses papiers d'euthanasie. Je suis tout à fait pour l'euthanasie. J'ai assisté ma compagne il y a 6 ans qui avait une tumeur cérébrale jusqu'à la dernière seconde. Je trouve qu'on a une chance folle de vivre dans ce pays, qui est un pays très étrange, mais qui est tellement loin sur ce genre de questions. Et je suis un partisan. Ça, c'est même pas la peine d'essayer de discuter avec moi de ça, parce que de toute façon, je ne comprends même pas qu'on ne soit pas pour. Et donc je dis oui, bien sûr. Et puis on continue à évoluer. Et le 30 décembre, on est chez lui pour son anniversaire, avec d'autres personnes. Je sais pas, vous connaissez David Greuze? Il s'appelle Freddy Tougo à la télé, mais vous regardez pas la télé, donc vous pouvez pas savoir. Et on est là chez lui, et il dit c'est chiant parce que avant d'être malade, je faisais du théâtre de rue à Chassepierre. Il y a un gros festival de théâtre de rue. Et quand j'ai su que j'étais malade, j'ai commencé à écrire un spectacle, mais les traitements sont tellement lourds, sont tellement épuisants que j'ai écrit qu'un demi-spectacle, et puis je pourrais jamais le jouer. Je lui dis non, on va le jouer. Il me regarde, il dit t'es con? Je dis non, tu vas voir, on va le jouer. Il se fait que j'ai un théâtre à Liège avec lequel je travaille depuis 10 ans. J'appelle le théâtre, j'ai dit on peut jouer chez toi? Il me dit oui, pas de problème. Il met la salle à disposition. Et donc on a monté un spectacle à 3, donc Freddy Tougo, François et moi. On va le jouer ici le 9 juillet, ici à Evere, pour la toute dernière fois. C'est son oncologue qui lui a dit tu devrais rajouter une date, parce que ça t'aide à vivre mieux. Il met une énergie dingue dedans. Il est sous morphine. Toutes les 48 heures, on vient lui faire ses injections. Donc il est vraiment loin dans sa vie. Et on fait un spectacle qui s'appelle Avant que tu meurs. Avec tu meurs en un mot. C'est moi qui ai trouvé le titre. Hein. Et quand c'est le dit, c'est pas moi. Quand c'est le dit, c'est Avant que tu meurs. En un mot. Et ça, c'est le côté merveilleux de Twitter. J'ai rencontré un vrai ami, et l'avantage, c'est que ce ne sera pas pour longtemps. C'est pas un ami pour la vie, c'est un ami pour sa vie, donc ça va se terminer dans quelques semaines, quelques mois, et on est peinard. Et il m'a demandé de prononcer son oraison funèbre, et dans le spectacle, je fais son oraison funèbre, et on l'a joué 2 fois à Liège, et à la première fois, sa mère était en face de moi, comme ça. Et dire l'oraison funèbre d'un gars qui est là, que tout le monde s'est condamné face à sa mère, en étant très ironique et en plein dans l'humour noir, c'est un truc énorme. Et c'est un truc qui me porte aussi. Et ça n'aurait pas existé
si je n'avais pas été sur ces réseaux sociaux. Donc je trouve qu'il y a toujours quelque chose de positif à moi. Je suis pas un bisounours. Je suis gros câlin, mais uniquement pour le carnaval. Je suis pas un bisounours. Je pense réaliste, mais plutôt optimiste. Je trouve qu'on perd son temps à se lamenter, quoi. Après, il faut dire que tu t'investis beaucoup dans tes relations Twitter. Mais avec eux, on a créé une SBL pour créer une fondation qui s'appelle Fuck Cancer et qu'on lance là maintenant. Les statuts ont été déposés, etc. Ça va très loin. Avec tout ce groupe des gens autour de François et qu'on a amalgamé petit à petit. Et donc tu te dis, bah ouais, ça existe, quoi. Ça existe, c'est positif et c'est pas juste pour regarder les conneries de Mélenchon, quoi. On peut aller plus loin que ça. Parce que je pensais aussi à tes soirées Twitter à toi. J'en ai fait 2 où tu es venu. Voilà. Et c'est là qu'on t'a rencontré. Ouais, on a rencontré Eric à une soirée qu'il avait organisée avec que des gens qu'il ne connaissait pas de Twitter, qu'il avait envie de rencontrer en fait. Ouais, je trouve. Mais ça sert à quoi d'avoir des contacts avec des gens dans le virtuel si un jour ça ne devient pas du réel, tu vois, Oui, c'est mais un peu- enfin, c'est quand même fou quoi. C'est vrai que j'ai souvent des gens sur Twitter, bonjour, je suis très content de vous rencontrer, je suis jeune fille, habitant Abidjan. Non, arrête, Mais ça, tu je ne peux dérapes. pas les rencontrer. Non, mais t'allais chez Eric et tu disais, bah, c'est qui cette personne-là? Il fait, bah, je sais pas, va lui demander, tu vois. Et voilà, hop là, t'allais demander à cette personne qui c'était, quoi. Et donc, du coup, Paul et moi, on s'est vraiment bien amusés. Mais t'as oublié de préciser que nous, on rencontrait Eric pour un rendez-vous professionnel avec lui. C'est vrai. On devait discuter business. Et on arrive chez lui, et il y a plein de gens dans le jardin, tout le monde Je est les connais bourré, pas. il y a un barbecue, et Eric est avec plein d'inconnus, et nous, tout le monde nous demande Qui c'est êtes-vous quoi votre hâte? Ouais. Et nous, on dit, mais on vient parler des podcasts avec Eric. Et d'autres personnes, eh, c'est quoi votre hâte, hein, c'est quoi votre pseudo? On comprend pas. Puis Eric, après avoir ouvert une énième bouteille de vin et servi encore de la viande à tout le monde, vient vers nous et dit, bon, allez, on parle des podcasts. Et d'ailleurs, c'est là où on a rencontré Verlaine, du coup. C'est ça? François, oui. François. Très cool, très touchant. Il s'appelle Verlaine, en plus, comme le poète. Il n'y a rien de poétique, il est liégeois. Donc, peut pas être poète et liégeois, c'est quand même compliqué, quoi. C'est un truc. Corrompu et liégeois, oui, mais pas poète. M'en fous, il n'écoute pas, donc je peux y aller. Et enfin bref, c'était incroyable. Pour vous dire, on est reparti de là avec un sac de riz de combien de kilos? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, je sais pas. Mais C'est tout? C'est quelqu'un qui sera là ce soir, c'est Déferlante. Ah ouais? Je crois que c'est elle qui a amené un sac de riz de 5 kilos. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux Ah, foutre 5 avec kilos. un sac de riz? Du coup, il nous a donné un sac de riz de 5 kilos. Voilà. Et on est reparti avec une gueule de bois et 5 kilos de riz. Voilà, donc c'est Et assez on a sympa. un peu parlé des podcasts aussi. On a Je un sais peu pas où est le parlé de rapport, podcast. j'ai pas bien compris non plus. Non, c'est mais, un peu- on a... Et là, on a compris, je pense, un peu comment la tête de Eric fonctionnait, quoi. Il fonctionne à, c'est chouette et on y va, quoi. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans ta tête. Après, après j'espère que parfois c'est un peu plus ordonné, mais bon. Non, c'est ordonné, mais effectivement, c'est chouette, on y va. Je fais des spectacles depuis 2014 et j'ai fait Avignon en 2015, etc. J'ai aucune expérience, j'ai jamais voulu être comédien. Moi, je voulais être sommelier, j'ai fait sommelier. J'ai été étoilé au Michelin, j'ai été meilleur sommelier de Belgique, enfin, j'ai fait tout ce que je voulais. J'ai pas aucune frustration professionnelle. Je suis pas comme beaucoup de mecs qui, à 50 ans, deviennent coach de vie ou embrassent des arbres ou j'en sais rien. Tu vois, chacun son métier, mais moi pas. Je faisais ce que je voulais. Mais c'est quoi un restaurant à part un théâtre? Personne va au restaurant pour manger. Non, on va au restaurant pour une ambiance. Vous allez dans un resto où vous bouffez moyennement et vous êtes très bien servi. Les gens sont super gentils. Il y a une ambiance de fou. Et puis vous allez dans un restaurant où on mange très bien, mais où il y a zéro ambiance. Les mecs vous regardent, vide, l'assiette est clean, il n'y a plus rien dedans. Ils ont dit ça vous a plu? Bah non, je l'ai vidé juste parce qu'il fallait, hein, tu vois, etc., etc., etc. Quand tu dois réfléchir où tu retournes dans le resto où tu bouffes moyen, mais où tu as passé un super moment, ou dans le resto où tu as bien bouffé, mais tu as passé un moment qui ne te laisse aucune mémoire. 9 fois sur 10, tu retournes dans le resto moyen. Un resto, c'est un théâtre. Tu vas au resto pour te changer les idées. Tu vas au resto quand tu rencontres quelqu'un, tu l'emmènes, que ce soit amoureux, professionnel, etc. Et le gars qui te reçoit, ou la nana, elle est censée ne pas ramener sa vie privée. Elle est censée te sourire, t'indiquer ta table, faire son boulot le mieux possible et t'aider à passer un bon moment.
Les restos où on râle sur le prix, 9 fois sur 10, c'est des restos où on s'est emmerdé. Parce qu'un café, dans un resto, il coûte toujours le même prix. Un resto un peu pointu, c'est entre 4 et 6 euros. C'est cher. 6 euros pour un café, c'est cher, hein. C'est 15 centimes le café. Le prix de revient du café. Mais quand tu connais le prix du café, quand tu connais le prix du café, c'est que tu t'es fait chier, en fait. Si tu te fais pas chier, tu connais pas le prix du café parce que tu as rigolé avec les gens. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai eu une étoile au Michelin avec mon resto à l'époque, à Uccle. C'était une fête. Il faut que les choses soient faites correctement. Il faut que les choses soient préparées. Le resto, c'est l'inverse de la télé. Top Chef, c'est pas la réalité. Hein. C'est une émission de télé-réalité. Donc ça n'a rien à voir avec la vie. Et dans Top Chef, on court tout le temps. Dans un resto, si tu cours, tu te blesses. Tu as perdu. Un resto, c'est de la mise en place, c'est de la structure. C'est hyper structuré. Et après, tu joues ton spectacle. Tu changes de public tous les jours dans le même théâtre. Et moi, je suis passé du plancher à la table. Je joue debout sur la table. C'est ça, être sur scène. Et bon, ça rapporte plus qu'un resto. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est juste pour raconter une connerie. C'est un rapport. Le spectacle vivant, un resto, c'est un spectacle vivant. Et c'est de la drogue dure. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est de la cam en vente libre. Mademoiselle, dans le fond, avait une question. Et il faut que vous ayez le micro pour la question. Paul, tu t'en occupes ? Tu veux pas ? Non, il y a le micro avec le Je sais pas si on peut le bouger. Non, celui-là. Il faut que vous veniez jusqu'ici, à mon avis. Il n'y a pas suffisamment de fils, de câbles. Non, c'est dingue, j'avais pas vu qu'il y avait une main Moi, je suis comme ça. attentif aux gens. Ouais, bah de ouf. Je suis dans l'amour. Je vais me rasseoir, sinon ça va vous impressionner. Moi, j'avais une petite question. Parlez bien dans le micro, sinon on vous enregistre pas, Jean m'a dit. Il faut aussi allumer le micro. Ouais. Parfait, merci. Moi, j'avais une petite question. J'ai vu que vous étiez très actif sur Twitter et j'aurais voulu savoir si la création de votre podcast découle du fait que vous aviez envie de pousser les conversations qui sont souvent très, très courtes et qui peuvent être très superficielles aussi sur Twitter à un moment plus posé pour pouvoir aller dans la profondeur des choses. Si c'est le cas, c'est totalement inconscient. Mon cheminement vient de la radio, de la frustration en radio. C'est vraiment l'émission que l'on avait sur Bel RTL, qui s'appelait Les Bons Vivants. Et on commençait à faire vraiment de bonnes audiences au bout de 3 ans. La radio, c'est très lent. Très, très lent pour s'installer. Pas aussi lent que le podcast, mais très lent quand même. Et on recevait des gens dans cette émission. Alors au début, on passait 10 minutes, un quart d'heure avec eux. Donc c'est pas beaucoup, mais un quart d'heure d'antenne, une fois qu'on a enlevé les pubs, etc., un quart d'heure vrai, c'est carrément 45 minutes, à peu de choses près. Donc vraiment, on a du temps. Et puis on continuait à discuter avec les gars et c'était un échange vraiment intéressant. Et puis, petit à petit, on a raboté pour aujourd'hui une nouvelle formule de radio qui marche, puisque Bell fait 2 points d'audience en plus, le dernier sim. C'est, on cause plus, il n'y a plus d'émissions. Il y a juste des pastilles qui sont distillées. Pour moi, c'est éminemment frustrant. C'est pas ça que j'attends. Et donc, je pense que c'est plus ça qui m'a animé, qui m'a poussé à avancer là-dedans. Et j'ai un côté parfois un peu, peut-être gros con, mais je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris de modèle. J'aime bien certains podcasts faits par la RTB ou par France Inter ou des trucs comme ça, mais j'ai pas été, je suis pas un auditeur forcené de podcasts. J'aime le flux, j'aime les surprises que l'on a en écoutant à la radio, mais comme il y a de moins en moins de surprises, il y a une frustration, et donc je me suis dit il faut évacuer cette frustration. Donc c'est plus par rapport à ça que par rapport à Twitter. Et Twitter, je me suis un peu calmé sur pas mal de prises de position plus sociétales, pas tellement politiques, mais il y a quelque temps, il y avait une réunion qui se tenait dans un endroit ici à Bruxelles qui a été perturbée par des gens qui sont venus balancer
des merdes de chats, de la litière, casser des pots de fleurs et tout. Et j'ai juste publié un truc en disant empêcher les gens de parler par la violence, ça s'appelle du fascisme. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne m'attachais pas au fond du truc. Je ne voulais pas intervenir dans ce débat auquel je ne connais rien et qui m'intéresse fort peu. Et je me suis fait démonter la tronche par des gens que je ne connais pas. Donc ça n'a aucune importance. Il faut bien comprendre un truc, c'est que la vie des réseaux sociaux, elle est virtuelle. Et quand des gamins sont sous pression et finissent par se suicider, c'est parce qu'on leur a pas expliqué que c'était pas la vraie vie. Et que se faire emmerder sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui marche très très bien, c'est bloquer. Ils disent ceux qui veulent, je les entends pas, je les vois pas, donc ils n'existent pas. Au mois de décembre, j'ai une double page dans l'ADH, interview. Et fort heureusement pour moi, le gars qui m'interviewe filme. Et ils mettent en ligne, le jour où ils publient, l'interview intégrale sans montage. C'est vraiment un truc cut. Et à la 36e minute de l'interview, le journaliste me dit « Et les véganes, t'en penses quoi ?» Et je lui dis « Écoute, si tu veux qu'on fasse 1 million de clics, je te dis, chacun a le droit d'avoir ses perturbations mentales ou un truc comme ça. » Je dis « Mais réellement, et j'explique ce que j'en pense. » Quand il publie l'article, 8e de page, on est le 23 décembre, 8e de page devant Eric Bushman, je goûte 4000 échantillons par an, les véganes, 2 points, chacun a le droit d'avoir ses perturbations mentales. La fête. Je suis même pas au courant que l'article est publié, tu vois, je suis pas ça, et j'allume mon téléphone et je vois ting, 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 oh, il y a un problème, je regarde, et je pars dans un truc, et au début, je commence à essayer de raisonner ces gens qui n'ont pas lu l'article, qui n'ont pas été voir la vidéo, en leur disant « mais ce n'est pas ma position, c'est un titre putaclic ». À un moment, j'abandonne, parce qu'au bout de 3 jours, tu fais « ça va, ça suffit, ils sont trop cons ». Moralité, 600 abonnés en plus. Et là, tu fais « bon, ils peuvent recommencer ». Je fais pas la chasse à l'abonné, tu vois, je suis pas comme... Je suis une nana qui me fait beaucoup, beaucoup rire, qui montre ses seins le vendredi parce que c'est vendredi saint, etc., et qui fait du clic comme ça, et qui a une communauté importante. J'ai pensé montrer mes seins. Et je me suis dit, je pourrais faire mardi couille, mais ça marche pas bien non plus. Et puis à mon âge, c'est pas très beau à regarder. Donc, je fais pas ça, je cherche pas l'audience pour l'audience. Mais c'est assez fascinant de se dire que tout ça n'existe pas et que l'on peut rendre le positif réel et que le négatif... Enfin, je le vis comme ça, quoi. Non, mais, il faut c'est mon côté Mahatma Gandhi. Hein. Il faut quand même avoir un certain recul pour penser comme ça, quoi. Un gamin, il n'a pas ce recul que non, toi. Malheureusement, et on ne lui apprend pas. Et donc, il faut l'aider. C'est le rôle des adultes ou de l'enseignement ou des gens dans les structures qui peuvent aider les gamins par rapport aux réseaux sociaux. C'est de bien leur expliquer que tout ça n'est pas vrai. Oui, mais je suis pas d'accord sur le fait que bloquer quelqu'un, ça suffit pas à arrêter le harcèlement et des choses comme ça, tu vois. Ça va bien au-dessus de là. Si le harcèlement existe dans la vie réelle, ça devient compliqué. Oui. Ça, c'est vrai. Mais je sais pas, je me dis parfois, on n'arrive pas à dissocier la vie, l'œuvre de l'artiste. Non, la vie réelle et la vie pas réelle, tu vois. Parce que les réseaux sociaux et tout, ça devient notre réel. Tout le monde a son tel en main tout le temps, tout le monde est toujours dessus, et tout le monde s'exprime dessus, tout le monde projette une identité de soi à l'avatar qu'on a décidé de mettre sur les réseaux. Donc, quelque part, c'est une partie de toi, tu vois. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, quand des gens viennent me parler, et en général, ils sont gentils. Et est-ce que les mecs qui veulent m'agresser viennent m'agresser en face ? Jusqu'à présent, je les ai pas vus. Par contre, sur les réseaux sociaux, mais heureusement. Souvent, j'ai le nombre de gars qui me traitent de connard, etc. Et j'aime bien, tu vois. J'ai vu Julien Doré répond à tout le monde. Ouais, mais lui, il est énorme. C'est magnifique. Et donc, j'essaye de faire ça. Je le fais beaucoup moins bien. Mais je réponds systématiquement. Et c'est drôle parce que ça génère de la circulation. C'est très bon pour tes algorithmes. C'est fantastique. C'est un truc... c'est un truc de fou, puisqu'on sait que ce soit Facebook ou autre chose, il y a... Côté positif, c'est bon, ça crée de la circulation. Alors, tous les gens qui viennent engueuler le mec, et puis t'as les autres qui en rajoutent et tout. T'as décidé parfois de parler de certains sujets juste parce que ça allait un petit peu engranger tes algorithmes ? Non, je calcule pas, c'est ça qui est drôle. Parce que par exemple, je fais souvent des photos de moi en train de faire l'imbécile sur Facebook ou Insta. Et mes proches me disent « Mais arrête, quoi, c'est vraiment naze. » Et c'est vrai, hein, c'est naze.
Mais ça me fait tellement rire, tu vois. C'est un truc, j'aime bien. Et donc, voilà, quoi. Mais je cherche pas... J'ai jamais cherché... Mais quelque part, est-ce que c'est ce qui marche le mieux aussi ou pas? Non, là, je suis sidéré. Je ne comprends pas ce qui marche. Il y a 2 jours, j'ai fait une photo des matchs, mes premiers matchs de la saison, et je suis à 45 000 personnes atteintes. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est des matchs, tout le monde peut en manger, ça coûte 11 € au restaurant, donc c'est pas un plat de luxe. Mais parce que j'ai dit que j'avais aimé les matchs. Et là, tu fais, bon, bah oui, enfin... L'algorithme est bien les matchs, quoi. Oui, c'est ça. Retiens ça. C'est pas de la viande, ça marche mieux. Ouais. Donc c'est un truc... Ok. T'avais d'autres questions? En fait, ouais, c'était tout le. Mais je vais pas revenir sur le bazar du tu bloques quelqu'un ou pas, mais juste voilà, je suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Je suis pas d'accord avec toi en fait, c'est tout. Tu vois, je m'en fous. Ça, j'ai pas encore dit que t'étais On un en connard. parlera dans la voiture. Eric va te bloquer sur les réseaux si tu continues. Eric va bloquer sur les réseaux. Non. Ah ouais, j'avais une deuxième question, histoire de couper un peu et d'aller autre part. Est-ce que récemment, tu as pensé à une leçon de vie qui était assez difficile à accepter, mais une fois que tu l'as acceptée, tu le vivais mieux? Alors là, on va laisser 2 minutes à Papy pour répondre à la question. Non, mais je sais exactement ce que je peux te répondre. Mais ma mère est morte il y a 1 mois. Et, je suis désolé. Et elle a traîné un vilain cancer pendant 2 ans. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'elle soit morte, parce que je m'entendais vraiment bien avec ma mère. Et on a eu l'occasion de parler pendant ces 2 ans. Et j'étais très en opposition avec elle pour plein de choses au cours de ma vie. Quand je suis sorti de l'école hôtelière, je voulais travailler avec mes parents. Et au bout d'1 mois, j'ai arrêté parce que je me suis dit que j'allais être en prison parce que j'allais tuer ma mère. Et que virtuellement, c'est faisable de tuer ses parents, mais physiquement, ça ne marche jamais bien. Et... je me suis réconcilié avec elle, non pas réconcilié, parce qu'on n'a jamais été séparés à ce point-là, mais j'ai compris tout ce que je lui devais. Et donc c'est une leçon de vie pour moi énorme. J'ai accepté ce que je lui devais, mes ressemblances et tout. Je sais que je suis capable de m'exprimer sur une scène grâce à elle, parce que c'était son truc. Ma mère, elle tenait une place pas possible. Je raconte toujours que si tu la peignais en jaune, Caterpillar t'offrait l'enseigne tellement elle ressemblait à un bulldozer, tu vois, c'est un truc, rien lui résiste. Moi, j'ai vécu dans un matriarcat, sa mère était aussi matriarcale, enfin, moi, je suis issu d'une société matriarcale totale, et quand elle est morte, on a dit à papa, tu vas pouvoir choisir ta chaîne à la télé, et il a dit, je sais pas comment on fait, tu vois, je jure que c'est vrai, hein. Et pour te situer le truc, c'est qu'elle avait organisé son enterrement en donnant des bribes d'informations aux uns et aux autres. Mais personne n'avait une image complète du truc parce que personne ne savait qu'elle avait organisé. Elle n'avait pas dit, ou à mon frère ou moi, tout est organisé. Et donc, lorsqu'elle est morte, on est arrivé. Elle a dit qu'elle voulait se faire enterrer par un gars, pompe funèbre du village. Donc, le gars est arrivé et il a dit oui. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te faire part. Ok. On n'était pas au courant. Et puis, ni fleur ni couronne, bon, ok. Donc on a fait faire des dons à une SBL que je parraine. Et puis, ma compagne est arrivée avec des carottes pour l'enterrement. Une botte de carottes. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous avec des carottes? Elle a dit ni fleur ni couronne, elle n'a pas dit pas de carottes. Ça vous situe le niveau, hein. Et tout était comme ça. Et donc elle avait dit qu'elle voulait du champagne. Avec moi, elle a eu une conversation que je place dans mon nouveau spectacle à propos des sandwichs mous pour les enterrements. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la Belgique est le seul pays du monde où on mange du sandwich mou aux enterrements. Mais c'est trop bon. Le sandwich mou, de la tarte au riz, du café du percolateur et de la pils tiède. On a tous mangé ça dans un enterrement. Et donc, je lui ai promis que j'allais essayer de faire reconnaître ça au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et j'ai dit, mais maman, je jure que c'est 100% authentique. J'ai dit, mais maman, je vais essayer d'ajouter un truc, c'est qu'on fasse que la garniture du sandwich soit en relation directe avec la cause du décès. Et donc, je vois bien qu'elle ne suit pas quand je lui dis ça. Et je lui ai dit, bah, c'est pas compliqué, maman. Cancer du poumon, saumon fumé. Cirrhose, foie gras. Et c'est elle qui enchérit en disant accident de voiture, filet américain. Et elle me dit, et moi, avec mon cancer généralisé, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, salade de crabe.
Et ce soir, je joue à Assès et j'ai fait faire des sandwichs, salade de crabe, filet américain, etc. pour distribuer aux gens à la sortie. Mais on l'a fait à son enterrement, tu vois. Et c'est une leçon de vie énorme. C'est rions jusque-là. Oh, putain, Bien sûr qu'on est tous tristes. Enfin, on a perdu ma mère, tu vois. Le suivant, c'est moi en plus sur la liste. Donc, non seulement t'es triste, mais t'es angoissé. Et tu prends conscience de ta finitude, tu vois. Oui, il reste quelqu'un avant. Ah oui, il y a mon père. Ah, ok, c'est bon. Alors ça. Mais c'est la leçon de vie et c'est le côté positif du truc. On a ri jusqu'au bout parce qu'elle a tout organisé. J'ai un neveu qui est le moins parlant de ses 3 petits-enfants. Et il lui a demandé de faire le discours, de faire un petit mot. Mais à une condition, le gamin porte des crocs pour travailler. Et il a des crocs jaunes, mais flash. Et il a dit, je veux que tu mettes tes crocs jaunes. Donc, un enterrement. Par habitude, tu t'habilles en sombre. Et là, on était tous... En plus, il faisait magnifique ce jour-là. Et mes parents avaient un restaurant que mon frère a repris. Il avait demandé que le corbillard se mette cul à l'entrée, qu'on ouvre la porte du corbillard, une coupe de champagne sur son cercueil, et qu'on fasse cocktail, quoi, champagne, sandwich mou, et le gamin qui fait son discours au soleil avec ses crocs jaunes, et personne n'a pleuré, parce on a tous ri comme des baleines, parce que le gamin, il a dit un truc d'une demi-page, mais il a trouvé les mots justes, et c'était magnifique, tu vois. Leçon de vie. Voilà, la mort est assez définitive en général. Et il y en a un qui s'en est relevé, mais bon, les autres en général ne le font pas. J'ai pas la ref. Non, mais il est jeune, c'est pas super grave. On lui a pas encore appris. Il a tenu 3 jours. Alors tu le suspends, puis tu le fous dans une grotte humide et froide, il ressort. S'il y avait eu l'AFSCA, il aurait jamais dit prenez, mangez-en tous. Et donc il a toujours pas la référence. C'est ça qui moi, j'étais parti sur Frankenstein, moi. Bah, ça a marché aussi, non? Oui, bien sûr, Docteur Frankenstein. Oui, okay. Non, ça t'as pas la référence. Non, et donc je cesse parler. Pour moi, c'est ça, tu vois. La leçon de vie, c'est rien n'est grave. Il y a un truc définitif, c'est la mort. C'est le seul truc démocratique. Oui. Tout le monde meurt. Oui. Même Elon Musk. Bon, Si, T'en sais encore rien. t'en sais rien. Si, il mourra. Et en dehors de ça, bien sûr, il y a de la tristesse. Mais ma tristesse, je la vis dans ma bagnole tout seul quand je roule. Bah non, tu m'appelles pour passer le temps. Il m'appelle pour me raconter des conneries au téléphone pendant 15 minutes. C'est parce que sa petite amie nous regarde qui fait ça. Hein. C'est un truc. Elle est sur Twitch. On a un spectateur sur Twitch. C'est elle. Tu nous envoies aussi des vidéos sur Insta à 2h du mat. À 2h du matin, ils nous envoient des vidéos sur Instagram. Oui, parce que je travaille avec des faibles qui dorment la nuit. Et donc, je dois leur envoyer des trucs pour les réveiller. On dort pas, je t'ai répondu. Oui, c'est vrai. Enfin bref. Ben merci. On est au bout, là, non? Bon, je sais pas, je pense pas, non. On a fini, là, Est-ce que quelqu'un a encore des questions ou quoi que ce soit? Non? Il nous reste il 5 nous reste minutes. 5 minutes. Putain, il va falloir Question meubler gênante 5 minutes. pour Eric. Les gens pour nous, commencent quoi. à se barrer. C'est vraiment trop chiant. Bon appétit. Au revoir. À bientôt. Ciao. Moi, j'ai envie de profiter de mon sandwich mou aussi. Moi, j'ai une question. On m'entend? Oui. 1, 2, 3. Ah, voilà. Moi, j'ai une question. Ah. Si tu devais... j'ai raté un morceau. Désolé si la question devient bête, du coup. Mais la plus belle success story pour toi, c'est quoi dans ta vie? Oups. Il s'y attendait pas, celle-là. Un truc que tu te dis, ça, j'ai réussi, mais waouh! Alors, un vrai truc bateau de boomer, mais j'y crois. Ma fille a étudié la biologie animale à l'université d'Édimbourg. Elle est restée en Écosse. Elle s'est mariée l'été dernier. J'adore vraiment son mari. Je pense que si j'avais eu un fils, j'aurais aimé que ce soit un gars comme ça. Et j'ai le sentiment... Là, elle prend son nom. Elle a pris son envol, évidemment, bien avant, puisque ça fait 10 ans qu'elle vit en Écosse. Mais elle a créé sa boîte il y a 4 ans. Elle travaille pour le gouvernement écossais. Et sur le côté, elle a créé une boîte. Elle fait de l'élevage de chèvres angora pour faire de la laine mohair. Et ils ont des... Tu dis ?
Voilà, c'est un truc. Et ils font un élevage où ils font du no-kill. Donc, quand les chèvres sont pensionnées, ils les donnent à l'adoption. Ils travaillent avec une notion environnementale incroyable. Ils sont allés jusqu'à une réflexion à trouver des nouvelles enveloppes quand ils doivent envoyer la laine, sur laquelle on met pas d'agrafes, puisque recycler du papier avec des agrafes, c'est très compliqué. Et ils vont jusque-là, et je me dis, tiens, ce que sa mère lui a appris, on s'est séparés quand elle avait 3 ans, donc ce que sa mère lui a appris de son côté, ce que moi je lui ai apporté de mon côté, et ça a donné un truc où elle fait sa vie, et on n'est pas responsable de tout, hein. Mais je me dis, voilà, je peux faire 3 tonneaux sur l'autoroute, elle continuera son chemin, c'est parti. Et ça, c'est un soulagement. Je pense que quand tu deviens parent, t'en as pas conscience, parce que parfois tu le fais un peu jeune. Et puis, tu ne le mesures qu'avec le temps. Et elle veut pas d'enfant, machin. Elle a fait des choix très très clairs. Et tu ne peux qu'accepter les choix de tes enfants. Mais le côté success story, c'est de te dire, ok, c'est parti, ça roule. Et sauf si elle est malade, hein, ou si elle a un accident, mais elle est partie. Tu vois, et là, tu as beau te dire depuis le début, je sais qu'elle retombera toujours sur ses pattes, parce que quoi qu'il arrive, elle retombera sur ses pattes. Ça, c'est un truc auquel tu crois. C'est du wishful thinking, pour te donner bonne conscience. Je m'en occupe pas des masses, mais ça va aller, elle est forte. Et quand elle montre qu'elle est forte, mais qu'en plus, elle induit des valeurs dedans, qui sont des valeurs auxquelles toi aussi tu crois, tu fais, bah, ouais, quand même, ça, c'est chouette. Le reste, c'est quoi la réussite? Je pense que la réussite, c'est quand tu es au dernier jour de ta vie et qu'il y a des gens qui sont heureux près de toi. Je pense que c'est ça la réussite. Le reste, une grosse bagnole, une grosse maison, j'ai pas. Hein. Donc, une maison en 4 façades dans le Béoué avec une piscine et un labrador. Merci pour ce partage. Et Mazel Tov pour ta fille. Elle est très heureuse. Enfin, je pense. Enfin, elle m'a dit qu'elle était heureuse. Donc, c'est un joli mot de conclusion, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Une dernière question, personne? Dans 3 secondes, on allait manger du jambon. Ben, on peut terminer, sinon, Eric, avec une question de toi. Si tu as un conseil à donner pour réussir dans ce qu'on veut faire. Ne faites que ce que vous aimez et dont vous avez envie. Et si on ne sait pas ce qu'on aime? Ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Ça viendra. Si tu sais pas ce que t'aimes, ça viendra. C'est comme la bille dans la roulette. Tu vois, quand tu vas au casino, tu choisis le numéro, c'est jamais le bon qui tombe, mais elle tombe quelque part. Choisis pas, mais ne fais jamais un truc contre toi, que ce soit t'envoyer en l'air, bouffer des crevettes pour faire plaisir à quelqu'un, rien. Ne fais que ce que t'as envie. Sois poli, bien élevé, mets pas tes doigts dans ton nez, dis bonjour à la dame, mais ne fais pas des trucs qui te... Fais pas pour faire plaisir. T'aimes pas les crevettes, Eric? J'adore les crevettes. Non, mais c'est parce que je pensais t'envoyer en l'air et puis je restais dans le thème. Mais je peux faire des blagues de vieux. Et donc, je pense qu'il faut jamais... T'aimes pas un truc, tu le fous pas à la tronche des gens non plus. Tu vois, je trouve qu'il faut cesser avec cette dictature de l'ultra-minorité. À un moment, plie-toi un tout petit peu aux angles de la société. Mais ne fais pas des trucs qui te rendent pas heureux. Fais pas un boulot auquel tu crois pas. C'est pour ça qu'il y a tant de burn-out, il y a trop de gens qui font des trucs auxquels ils croient pas. C'est juste... Oui, et alors tu t'enfermes, parce que la prison, c'est toi qui l'as construite. T'achètes une bagnole, une baraque, machin, tu mets les gamins dans une belle école, et tu fais plus que trimer pour tout payer. Et ça, c'est la catastrophe. T'aurais pas pu me dire ça plus tôt, Eric? Je t'ai prévenu. Moi, je crois que ça mérite mais un tonnerre d'applaudissements, surtout pour la bonne humeur qu'ils ont mis et leur sourire. Merci à vous. Merci de vous être déplacés, d'être venus. C'est beaucoup Merci. trop. C'est beaucoup trop de bien-pensance. Ça ne me va pas du tout. J'ai pas été assez odieux. On va enchaîner bientôt quelques Merci minutes. à tous. Merci à tous. Et n'oubliez pas qu'on est sur Spotify.